Pauline. Pauline qui va nous présenter un travail de thèse qui est financé par l'école pratique d'études et ici au département recherche au C2RMF. Donc, c'est toujours la même chose. Donc je vais arrêter le partage. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. J'ai quand même pas mal entendu. Je te laisse la parole. Pardon. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous présenter ce matin mes recherches doctorales qui seront soutenues prochainement et qui portent sur la représentation des étoffes par les peintres italiens à la Renaissance, plus précisément pendant la période qui s'étend de 1480 à 1545, tout en intégrant la matérialité en histoire de l'art. J'ai choisi dans mes recherches de me concentrer sur 3 centres artistiques principaux que sont Venise, Milan et Florence, qui me permettent non seulement de souligner certaines différences dans la mise en œuvre picturale, mais également de disposer d'une grande diversité de représentations textiles. Pour classer l'ensemble des représentations textiles, j'ai procédé à un inventaire de toutes les étoffes, à la fois du costume, mais également des linges d'ameublement et des coiffures, en relevant les différences terminologiques pour les désigner selon les centres artistiques italiens et européens et en faisant correspondre une iconographie précise à chaque terme employé. Pourquoi ces bornes chronologiques de 1480 à 1545? Pour plusieurs raisons. Elles me permettent tout d'abord d'intégrer une phase majeure d'expérimentation dans l'imitation et la traduction des effets picturaux avec différents liants et pigments. Phase expérimentale qui est illustrée par cette citation de Leon Battista Alberti dans son traité De Pictura. Je cite et je traduis, nous attendons que la peinture donne l'apparence du plus grand relief et qu'elle ressemble en tout point aux coordonnées. Ces bornes permettent également de révéler la richesse des échanges commerciaux mondiaux et la transformation des routes commerciales pour la circulation des pigments et des étoffes à l'heure de 2 événements majeurs que sont la chute de Constantinople et la découverte du Nouveau Monde. Les étoffes représentées dans le portrait de Mehmed II de 1480 par Bellini initieront mon corpus d'œuvres. Ce portrait s'inscrit dans une série de représentations de costumes du Levant à Venise qui révèle une quête de mimésis dans la représentation des motifs orientaux turcs et ottomans. Vous pouvez voir cette étude pour la représentation de plusieurs formes de turbans de Vittore Carpaccio, dans lequel on voit les essais qu'il a effectués pour représenter ces différents turbans. Mais également, j'intègre la correspondance entre des étoffes conservées, comme par exemple ce tapis de prière dit tapis Bellini, conservé au Met, que vous retrouvez dans le portrait d'un couple marié de Lorenzo Lotto. La diversité des tissages des tapis est révélatrice de la prédominance de Venise dans les échanges commerciaux des linges d'ameublement et du rôle déterminant des marchands juifs, notamment du ghetto, dans le commerce des tapis. Mon corpus d'œuvres s'achèvera en 1545 par une série de représentations d'étoffes du vestiaire de cour et du vestiaire infantile, que vous voyez notamment dans le portrait d'Éléonore de Tolède avec son fils et dans le portrait de Giovanni de Medici qui présente une tunique de soierie rouge avec une ceinture sur laquelle vous pouvez voir au bout des ferrets et tout ça sur une chemise blanche brodée d'or. Ce choix de 1545 s'entend également par la volonté d'intégrer les premières œuvres dans lesquelles on retrouve la trace de Cocheny du Nouveau Monde, comme dans le portrait de la famille Vendramine de Titien, et ce, peu de temps après l'autorisation qui a été donnée en 1543 par la Guilde de la soie vénitienne de son utilisation par les teinturiers. J'ai choisi d'étudier la représentation de l'ensemble des textiles présents dans les peintures de Chevalet, et ce, sur tout support.
En ne cantonnant pas ma recherche à une seule catégorie de représentation de textiles comme les étoffes religieuses ou les étoffes de cour, ni à une seule catégorie de supports, il s'agit de déterminer dans quelle mesure les pigments, leur mise en œuvre et la construction d'effets picturaux diffèrent selon les supports, donc toile ou bois sur la diapositive que vous voyez, et selon les étoffes représentées. Donc vous voyez ici l'évolution de ce couvre-chef, la barrette ou barretta, qui de rond chez Botticelli devient carré chez Titien lorsqu'il est monté sur une armure rigide. Vous voyez également chez Titien la représentation d'une fourrure, de la fourrure la plus en vogue au début du XVIe siècle, il lupo cerviero, réalisée à partir des poils de lynx asiatiques. Afin de transcrire la richesse de ces représentations d'étoffes, je mobilise une grande diversité de sources, primaires et secondaires, pour opérer ce trait d'union entre l'histoire du costume et l'histoire de l'art grâce aux techniques d'analyse scientifique. La méthodologie retenue pour ma recherche consiste donc à la fois en une étude des sources primaires, comme les inventaires d'apothicaires, dont vous voyez ici un exemple de représentation dans cette fresque, et les inventaires qui sont conservés. Donc vous avez ici l'inventaire du marchand de couleurs vénitien, Sir Gabrielis de Gardignano, daté de 1534 et conservé à la Biblioteca Marciana de Venise, qui mentionne la présence de 102 matériaux habituellement utilisés par les peintres, donc que ce soit des pinceaux ou certains pigments comme l'or piment. Donc ces sources primaires, je vais ensuite les confronter à l'œuvre peinte, appréhendée dans une dimension stratigraphique où j'envisage à la fois l'origine des matériaux constitutifs et la perception du spectateur des différentes étoffes. L'objectif de ma recherche est de démontrer la nécessité d'un dialogue interdisciplinaire dans lequel chaque chercheur, qu'il soit historien du textile, historien de l'art, scientifique ou restaurateur, s'enrichit des connaissances de l'autre. Mais la difficulté de cette recherche est de garder à l'esprit que l'étude de mon corpus est un corpus ancien et la perception que nous avons aujourd'hui des œuvres ne saurait être celle qui était souhaitée par les peintres au XVe et XVIe siècle. Ne serait-ce que parce que les conditions d'éclairage sont très différentes ou parce que les œuvres ont fait l'objet de restauration. Donc plusieurs questions sont au cœur de mes recherches. Tout d'abord, les matériaux du peintre suivent-ils les mêmes axes de circulation que les étoffes qu'ils permettent de représenter? Ensuite, comment le peintre va-t-il varier sa technique selon les supports, en jouant avec les différents supports, notamment soit en créant une préparation la plus lisse possible sur certains panneaux de bois ou en jouant au contraire avec les aspérités des tissages des supports toiles. Donc vous voyez par exemple comment Titien a traduit la texture de certains matériaux tissés, comme la nappe avec un tissage en chevron. Si pour Plotin, la représentation d'une chose est toujours disposée à subir l'influence de son modèle, nous pouvons voir que l'étoffe représentée diffère selon le prototype présent dans l'atelier du peintre. Ainsi, en croisant les échanges entre les ateliers de confection textile et les ateliers de peintres, nous constatons que pour traduire les fibres et les motifs, les peintres se procuraient les modèles des textiles afin de les avoir à disposition dans leurs ateliers. Ainsi, en 3 parties, comprenant chacune 3 chapitres, je vous ai juste mis les titres des 3 grandes parties, ma recherche entend appréhender différents points. Dans une première partie, je questionne comment se matérialise la conception, la production et l'innovation chez les peintres entre 1480 et 1545, en étudiant et en inventoriant l'ensemble des sources textuelles et matérielles, comme les étoffes, les matières premières minérales et les répertoires d'étoffes circulant entre les différents centres artistiques. Quelles étaient les étoffes représentées à la Renaissance? La représentation des étoffes par le peintre était-elle soumise aux mêmes contraintes que celles rencontrées aujourd'hui de renouveau perpétuel et de mode? L'étoffe et sa représentation constituent un fait social total, pour reprendre les termes de Marcel Mauss, dans lequel s'expriment à la fois et d'un coup toutes sortes d'institutions religieuses, juridiques et morales, sans compter les phénomènes esthétiques auxquels aboutissent ces faits.
Vous pouvez voir sur cette diapositive la circulation entre les textiles et leurs iconographies, avec la mitre de Léon X, qui a fait l'objet récemment d'une restauration et d'une analyse par l'Opificio delle Pietre Dure, et ses représentations, à droite de la diapositive, dans une majolique réalisée en 1516 en commémoration triomphale de Léon X à Florence, et au centre de la diapositive avec la fresque réalisée par Giorgio Vasari au Palazzo Vecchio et qui reprend cette entrée triomphale. Donc la première partie de ma recherche constitue en conséquence le point de départ d'une étude matérielle et d'une analyse socio-économique de l'Italie entre 1480 et 1545, comportant des enjeux esthétiques, philosophiques, économiques et religieux que j'appréhende notamment en étudiant les codifications qui entourent certaines iconographies mariales, notamment une évolution dans les représentations entre les conciles de Latran et le concile de Trente. Ma deuxième partie est consacrée à l'identification et à la caractérisation des matériaux à la disposition des peintres pour traduire les étoffes et les draperies, mais également aux conditions matérielles de la création artistique et les contraintes d'accès à certains pigments. Donc, il y a au XVIe siècle en Italie des mines de cinabre en Toscane et en Istrie, ce qui facilite l'accès au vermillon pour les peintres italiens. Mais qu'en est-il des autres pigments ? Nous savons que le cuivre était souvent issu des mines saxonnes, et dans quelle mesure l'accès à ces matériaux est-il le même entre les différents centres artistiques italiens et même entre les différents ateliers de peintres ? Chaque méthode d'analyse envisagée dans ma recherche apporte positivement un certain nombre d'éléments, mais n'apporte jamais toutes les informations. D'où l'intérêt de cette approche combinée des différentes techniques d'analyse scientifique et des différentes sources historiques, archives et inventaires habituellement convoquées par l'historien. Ainsi, en couplant plusieurs techniques d'analyse matérielle et immatérielle, il est possible d'élargir la palette des matériaux détectés, d'enrichir la connaissance de la technique et la mise en œuvre des pigments pour représenter fidèlement les textiles. Ma troisième partie consiste en une exploration de la traduction des effets picturaux inhérents à la richesse de la matière textile, tant par les phénomènes physiques de réflexion de la lumière sur le support que par la superposition de couches picturales pour créer et traduire le relief. La question de la sensibilité, de la perception par le spectateur de répliques d'étoffes, d'effets de matière, comme la transparence, les taffetas changeants, les fourrures, soit autant de fibres et motifs qui sembleraient quasiment réels, sera soulevée dans cette partie consacrée à la construction des effets picturaux. Il s'agit ici de nous confronter à l'immatérialité du projet artistique du peintre, et consistant à donner une apparence réelle à une construction artistique imaginée ou répliquée. Cette quête naturelle d'imitation du textile chez les peintres ne doit pas masquer néanmoins une autre réalité, qui est celle de la liberté créatrice dans l'interprétation de l'étoffe vue ou touchée par le peintre. Si certaines représentations tendent vers l'hyperréalisme, le peintre peut également s'affranchir du carcan de l'étoffe pour proposer une étoffe imaginaire avec des effets de matière, induisant une réflexion de la lumière particulière. Vous pouvez voir ici dans La Vierge en l'enfant, dite Madonna Gypsy de Titien, comment Titien va jouer avec la lumière et les ombres en essayant d'imiter l'apparence et le tissage de la tenture à l'arrière-plan. Et c'est ici tout l'enjeu de ma recherche qui est celle de l'imitation du relief, du tissage et de la texture de l'étoffe. En représentant une étoffe imaginée ou en imitant servilement l'aspérité d'un tissage de velours de brocart ou l'âpreté de fils métalliques d'or et d'argent, le peintre concourt à matérialiser une forme de vérité des relations sociales et des codes sociétaux de la Renaissance. En fin de compte, et pour conclure ma présentation ce matin, cette quête d'une forme de vérité dans l'imitation du textile par le peintre va guider la réflexion menée dans ma thèse. Pour Goethe, dans son traité des couleurs, je cite, « L'art essentiel du peintre reste toujours l'imitation du tissu déterminé, présent sous ses yeux, et l'élimination de ce que le phénomène coloré a de général d'élémentaire. » Sur la tenture murale, donc à l'arrière-plan
de la Vierge à l'enfant dit Gypsy Madonna, Titien matérialise l'ombre de la Vierge et l'enfant, mais également les reflets que la tenture peut prendre selon la réflexion de la lumière sur l'étoffe. Grâce au grain de la touche et plusieurs coups de pinceau réalisés avec une matière picturale plus claire dans les zones de lumière, avec un fin trait de pinceau pour marquer les pliures de l'étoffe, Titien va suggérer une perception différente des ombres et des reflets. Nous retrouvons là donc cette relation triangulaire entre l'étoffe qui est touchée par le peintre qui va vouloir suggérer ensuite un reflet particulier, et enfin le spectateur, acteur dans la perception qu'il a des différentes caractéristiques physiques et chimiques de la matière. Je vous remercie. Merci beaucoup, Pauline. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Non. Moi j'ai une question par rapport à ton corpus. Je vais regarder déjà si en ligne aussi on n'a pas des questions. Non, on n'en a pas pour le moment. Moi j'ai une question par rapport à ton corpus. Est-ce que tu as essentiellement des représentations religieuses ou est-ce que tu as aussi des portraits? Non, en fait j'ai essayé de représenter une grande diversité de textiles. Donc j'ai à la fois des représentations de portraits, des représentations de cours et des étoffes religieuses principalement. C'est vraiment les trois grandes représentations qu'il y a dans mon corpus. Et est-ce que tu as observé des différences entre ces trois corpus? Est-ce que Alors, l'homogénéité? Non, en fait, dans les différences que j'observe sont vraiment dans la mise en œuvre picturale, vraiment pour représenter notamment certaines étoffes, notamment dans les fourrures. On voit vraiment comment le peintre en fait va essayer de matérialiser les poils de la fourrure. Donc la fourrure, on en a principalement dans les représentations d'étoffes de cour, donc et notamment dans le portrait que j'ai montré de Titien. Et ce qui est intéressant, c'est de mettre en correspondance donc les sources et les traités picturaux qu'on a, notamment le traité de Cennino Cennini, dans lequel il indique au peintre comment représenter justement les poils des fourrures, et ensuite de voir comment le peintre a mis en application donc cette représentation de la fourrure. Donc tu as quand même des éléments qui correspondent à des statuts sociaux, qui vont se retrouver dans des tableaux spécifiquement. Oui, et notamment il y a quand même une différence dans les représentations entre les représentations dans lesquelles le commanditaire a fourni notamment certains pigments comme le lapis lazuli, et dans les ateliers quand ce sont notamment des peintures qui sont répliquées ou qui sont destinées à rester dans l'atelier. Et là, le peintre, en fait, va essayer d'imiter le lapis lazuli, donc par des superpositions de couches différentes, donc notamment en mettant une couche de vermillon sur laquelle il va superposer une couche d'azurite, justement pour donner une certaine profondeur et essayer de tendre vers l'imitation du lapis lazuli quand il n'est pas à disposition dans l'atelier. D'accord. Est-ce qu'on a des questions? Non. On va vérifier quand même en ligne. Ici, on n'a pas de questions. Non. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais rajouter par rapport à ce travail que tu n'as pas eu le temps de dire dans cette présentation? Non. Non, c'est parfait, tout est dit. Tout est dit. Tout est dit, c'est très bien. Donc, je te remercie. Merci. On la remercie.